Bonjour à toutes et à tous de la part de Editrice La Scuola et Hachette Français langue étrangère qui organise le webinaire d'aujourd'hui consacré à l'examen qu'en français on appelle l'examen du brevet, mais en réalité c'est esame di Stato a conclusione del primo ciclo. Nous avons avec nous tout d'abord la personne qui rend possible notre direct, car nous sommes en direct. La température au sol est de 17 degrés aujourd'hui. Il fait nuageux à Turin, donc c'est vraiment un vrai direct. Nous avons, je disais, Maria-Louisa Farinaz qui assure la technique. Merci Maria-Louisa, Bonjour. qui, qui Grazie gère Elisa. toute la partie technique à partir de Brescia. Moi, je suis Nicolas Prinetti, je suis le coordinateur éditorial de Hachette Fleu et La Scuola pour l'Italie et je vous parle depuis Turin. Nous avons avec nous également notre indispensable déléguée pédagogique Amandine Barthès qui nous Bonsoir. parle, qui Je était vous à parle de Capua. Naples ce soir. Oui, elle était à Capua cet après-midi. Peut-être que certains d'entre vous ont pu la rencontrer en vrai tout à l'heure. Elle nous parle Exact. depuis Naples. Et nous avons surtout avec nous Elena Tagliabue. Bonjour Elena. Ciao a tutti. Et Bonjour. nous aurons ensuite dans une vingtaine de minutes Luigi Di Somma qui se joindra à nous depuis Naples également et qui va arriver dans un tout petit moment. Alors, quelques infos techniques. D'abord, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et vous recevrez par email un lien pour le revoir si vous le désirez. Vous recevrez également une version PDF des diapos qu'on montrera cet après-midi. Et tout ceci sera avec l'attestation de participation qui vous arrivera aussi dans les prochains jours, évidemment pour tous ceux qui nous regardent en direct. Une autre petite note technique, nous aurons deux petits moments d'interaction à travers Mentimeter. Donc, je vous demanderai de flasher l'écran, il y aura un QR code à l'écran, ou de taper une adresse Internet pour aller dans le site de Mentimeter et répondre aux questions qu'on vous posera. C'est juste pour comprendre quelle est votre approche par rapport aux épreuves écrites et orales de l'examen afin d'orienter notre discours de la façon la plus utile pour vous, évidemment. Vous avez également à votre disposition dans l'interface de GoToWebinar, c'est-à-dire l'interface à travers laquelle vous nous voyez en ce moment, vous avez à votre disposition une commande, un bouton point d'interrogation ou question, demande, selon les dispositifs que vous utilisez. Utilisez-le, n'hésitez pas, parce que cela vous sert pour nous écrire. Vous pouvez nous poser des questions, intervenir, poser des questions techniques si vous avez des soucis techniques. Et pour tout ce qui concerne les questions de contenu, on vous répondra à la fin du webinaire. On aura un petit espace d'échange questions-réponses. Nous ne sommes pas tellement ici pour éclaircir des questions concernant le déroulement d'examen, des questions de loi, de règles, de décrets ministériels. Cependant, nous allons nous y référer tout au long du webinaire et surtout dans la première partie. On parlera du décret ministériel qui décrit le déroulement d'examen, des notes ministérielles, etc., parce que cela nous sert comme base pour le discours. Mais ce sera une partie la plus rapide possible et sur laquelle on ne voudrait pas tellement s'attarder avec questions-réponses sur cette partie parce qu'on n'est pas là pour résoudre des questions de règlement. On est plutôt ici pour parler du concret de l'examen, comment faire en sorte que l'examen se déroule bien du point de vue des profs qui doivent préparer les épreuves et qui doivent en même temps préparer leurs élèves à ces mêmes épreuves. Le webinaire se déroulera principalement en français, mais toute la partie qui concerne les lois sera en italien parce que ça nous paraît un peu artificiel de traduire toute une terminologie très spécifique qui est relative au monde pédagogique et aux décrets et aux lois italiennes. Donc il y aura une petite partie en italien au début et puis après on continuera en français. Voilà, je crois que c'est tout pour les questions de départ. Je laisse la parole à Elena Tagliabue et
En fait, non. En fait, non. Je vais t'enlever la parole. Excuse-moi, Elena. Non, c'est parce qu'en fait, je vais utiliser les premières diapos du diaporama pour présenter dans le détail Elena et Luigi qui va arriver tout à l'heure. Donc, excusez-moi, je vais encore garder le micro une petite minute. Alors voilà, le webinaire est consacré aux ingrédients pour un examen parfait. Et pour cuisiner nos ingrédients, nous avons deux cuisiniers de choix qui sont Luigi Di Somma, chef cuisinier en classe, pas en vrai. Enfin, peut-être en vrai aussi. Professeur de FLE au collège Palizzi de Casoria, Napoli. Dans le collège, il est responsable du numérique. Il est également ambassadeur de différentes applis parce qu'il est très à cheval sur les applis et le numérique pour l'enseignement. Responsable d'Erasmus également. Google Certified Trainer. Si on a la présentation aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et formateur FLE également. Donc voici Luigi Di Somma. Vous voyez un petit dessin, on le verra en vrai tout à l'heure. Deuxième chef cuisinier, Elena Tagliabue, qui est professeure de FLE au collège Alessandro Di Pona de Cassago Brianza. Agostino, attends, Elena, pardon, c'est Agostino Di Pona, pardon. Agostino Di Pona de Cassago Brianza, ecco, responsable du numérique dans son collège et admin Google Workspace également, donc elle est très experte de cet environnement. Collaboratrice du proviseur, formatiste FLE et également coach. Alors, ce coup-ci, pour de vrai, Elena, je te laisse la parole. Merci. Ok, donc bienvenue. On va partir, comme nous a dit Nicolas, des points de repère pour l'examen. Ce sont des repères pour pour l'épreuve écrite et pour l'oral. Et nos points de repère sont la nota ministériale de cette année, qui est sortie le 7 février 2023, mais aussi les autres décrets, les décrets précédents auxquels la nota ministériale se réfère. Et en plus, les indicazioni per il curriculum qui sont toujours à la base de notre enseignement et des examens, bien sûr. Donc, on va commencer avec la nota ministeriale. La nota informativa del 7 febbraio 2023, c'est le dernier document qu'on a à disposition, mais ce dernier document se réfère au précédent, disons, à toute une documentation pré-Covid, disons, parce qu'on a eu un moment de pause pendant la pandémie. Donc, on revient aux règles que le décret a établies à partir du 13 avril 2017 et qui ont été ensuite plus détaillées dans des décrets et dans des notes qui sont arrivées en 2018 et 2019. Donc, on se réfère principalement à la note informative du 7 février de cette année, mais on ajoute des petites précisations qu'on a trouvées dans la loi précédente. Donc, on y va. On parle dans la nota du 7 février, on parle de la prova scritta di lingue straniere et on nous rappelle que la prova scritta di lingue straniere qui se réfère au décret ministériel du 2017 è articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, donc pour nous c'est le français, e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta, quindi non ovviamente essendo una prova scritta di produzione orale, ma neanche di comprensione orale, che sono le due competenze che rimangono escluse dalla prova scritta d'esame. Très important, le prove sono riconducibili ai livelli del quadro comune europeo di riferimento, che sono A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. Insistiamo su questo A1 per la seconda lingua comunitaria, donc pour le français, perché è veramente importante pour la réussite des élèves et pour la préparation des épreuves de la part des professeurs, donc de nous,
que ce soit en fait du niveau A1, donc un niveau en adéquation avec tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait pendant ces 3 années de collège. On continue. On passe au type d'épreuve qu'on peut présenter aux élèves. Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, donc c'est très important qu'on puisse mélanger les types d'épreuves dans le même examen. Si riferiscono a, allora, questionario di comprensione di un testo, ça c'est l'épreuve classique. Nella nota ministeriale del 7 febbraio si fa riferimento solo alle parti che vedete in bianco nella slide. Noi abbiamo recuperato però la normativa di riferimento del 2017 perché è la nota stessa che ce lo dice, a completamento di quello che la nota di quest'anno riassume, perché in realtà è un piccolo riassunto, un petit rappel. Dunque il questionario può essere con domande chiuse e domande aperte ed è importante che ce lo ricordiamo e che lo sappiamo. Può essere il completamento di un testo in cui siano state omesse singole parole o gruppi di parole, oppure può essere riordino e riscrittura di un testo, oppure trasformazione di un testo. Abbiamo poi la possibilità di proporre un'elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente, ed è importante che sia davvero così, la situazione, i personaggi e lo sviluppo degli argomenti, che sia quindi molto guidata. Può essere una lettera o un'email personale, e ci tengo a sottolineare la parola personale, perché poi a completamento la normativa ci dice su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana, quindi un ambito molto ristretto, molto specifico e anche molto concreto. E poi la sintesi di un testo, si parla di sintesi e non necessariamente di riassunto, cioè di un qualche cosa, di un prodotto da parte dell'alunno che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. Questo è quanto ci dice la normativa a proposito dell'esame scritto. Per quanto riguarda poi il colloquio... Je peux t'interrompre, Elena? Oui, oui, bien sûr. J'aimerais bien proposer une première interaction avec les participants, avec les enseignants qui participent, parce que pour orienter notre discours, ce serait bien d'échanger sur les types de tracce qu'on préfère et qu'on pense proposer à nos élèves. Donc, si vous êtes d'accord, je vous mets la diapo de Mentimeter. Alors, vous pouvez flasher le code que vous voyez à C'est l'écran. pas celle-ci parce que ça, c'est l'examen oral. Pardon. Hop, voilà, merci. Épreuve écrite, quelle piste préférez-vous proposer aux élèves? Alors, je vous propose de flasher le code ou le code avec votre portable ou de taper menti.com et taper le code 77 20 64 6 que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez déjà répondre à la question. On a mis parmi les réponses possibles les 5 typologies qui sont proposées par le décret ministériel. Donc, 1. Questionario di comprensione di un testo. 2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo. 3. Elaborazione di un dialogo. 4. Lettera o email personnelle. 5. Sintesi di un testo. Et puis, on a ajouté 6. Una combinazione delle precedenti, parce que la première option qui est présentée par le ministère, c'est vous pouvez choisir les tracce suivantes ou mélanger ou les mélanger, en mélanger plusieurs. Vous avez la possibilité de donner 2 réponses en fait. Donc, quelle piste vous pouvez cliquer sur une ou 2 des pistes proposées de 1 à 6. Voilà, puis quand Elena me le dira, on affichera les résultats. Je préférais ne pas les afficher tant que
un nombre consistant de participants n'avaient pas répondu parce que sinon ça oriente ensuite le choix des autres participants. Jusqu'ici, 130 personnes ont participé. Ben, voilà, ça démontre que nous sommes bien en direct parce que on ne pourrait jamais appeler 130 potes pour cliquer sur les réponses. Euh, voilà, donc merci de participer. Je vous rappelle en même temps que vous pouvez toujours poser des questions ou même donner votre réponse si vous avez des difficultés à répondre. Quelqu'un d'entre vous a déjà répondu sur le chat, c'est très bien. C'est bon, on tient compte des réponses écrites également. Donc, nous avons 142 réponses. Je crois qu'on peut peut-être montrer les résultats. Elena, si tu es d'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors, allons-y. Hop, 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 hop. Afficher les résultats. Hop, on y va. Voilà. Ah, combien de pistes il faut proposer? Alors, c'est une ou une combinaison des pistes précédentes. Voilà, vous avez même écrit les commentaires dans le Mentimeter, c'est très bon. Texte à trous, voilà. Euh, voilà, donc sur les 157 personnes, 136 personnes, pardon, qui ont répondu, euh, il y a une grande majorité qui propose le questionnaire de compréhension d'un texte. Ok. Et puis, deuxième option, lettera o email personnale. Ok. Euh, le dialogue. Ah, par contre, il y a d'autres personnes qui proposent le dialogue. Et voilà. Sinon, par écrit, des collègues ont écrit le 0 et 4. Alors 0, je ne sais pas trop bien ce que c'était. 4, c'est synthèse d'un texte. Euh, euh, compréhension écrite, élaboration d'un dialogue, questionnaire et lettre ou email. Voilà. Donc les réponses sont sur le chat également, la première et la quatrième. Voilà. Ok. Merci d'avoir participé. Nous allons clore Merci. le vote pour l'instant et puis on passera à la deuxième question tout à l'heure. Merci. Ok. Voilà, Elena, je te Donc repasse la parole. après on va, je vous laisse, on laisse un moment de côté l'épreuve écrite. On va reprendre le discours après. On passe à regarder ce que nous dit la nota ministériale à propos de l'oral. Très bien. On continue. Donc, pour ce qui concerne le colloquio, alors, il colloquio, selon la nota ministeriale qui vient de sortir cette année, è condotto collegialmente dalla sottocommissione, donc tous les profs sont là, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo. Et c'est pour ça qu'après, on va reprendre les indications nationali. Attenzione con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo e di collegamento, attenzione, organico e significativo tra le varie discipline di studio. E sottolineo organico et significativo parce que les élèves ont la tendance à relier les sujets ils se sentent, disons, obligés à relier les sujets et ils font du grand n'importe quoi. Donc, il faut vraiment les guider là-dessus. Et après, on va voir comment. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, che ha abrogato l'insegnamento di cittadinanza, ok? E io ho recuperato dalla normativa originaria del 2017, nonché il livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere. Cette dernière phrase n'est plus écrite, disons, n'est plus explicite dans la nota ministérielle de cette année, mais quand même, la loi du 2017 est reprise dans cette nota ministériale et n'a jamais été
éliminés. Donc, on est tout à fait autorisé à demander aux élèves de parler en français à l'oral. Maintenant, on va voir un petit peu les références, les repères qu'on trouve dans les indications nationales, le indicazioni per il curriculum. Donc, ici, je voudrais que vous fassiez attention à ce que nous dit la loi italienne par rapport au niveau linguistique que les élèves doivent atteindre à la fin de la 3e année. Donc, on parle explicitement du niveau A1 du cadre commun de référence. Et il faut être au clair sur ce que ça veut dire le niveau A1, parce que je vois qu'on a encore de doutes là-dessus et que souvent, trop souvent, on confond le niveau A1 avec le niveau B1, mais c'est vraiment autre chose. Surtout sur les livres qu'on utilise pour, disons, pour tirer des épreuves d'examen, souvent, on nous propose des épreuves de niveau B1. Donc, faites attention parce que, en fait, là, on est hors la loi. On est hors la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire niveau 1.1? Comprende brevi messaggi, dans notre cas scritti, relativi ad ambiti familiari. Ambiti familiari, c'est pas le débarquement en Normandie, juste pour faire un exemple type. Legge brevi e semplici testi. Brevi et semplici, ça veut dire que même la structure des phrases est simple. Sujet, verbe, complément d'objet direct, un autre complément, c'est tout. Pas de subjonctif, pas de phrase trop complexe. Descrive in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Ça, c'est pour la production. Donc, in modo semplice, là aussi, des phrases toutes simples. Et sur quelque chose de très personnel, proprio vissuto e proprio ambiente. Donc, pas une opinion sur les droits de l'enfant, par exemple. E pour l'oral, comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Donc, familiari et habituali, ça veut dire qui concerne la vie quotidienne très concrète d'un ado de 13 ans. Donc, c'est pas le discours de Charles de Gaulle. Je vous fais des exemples parce que c'est ce qu'on trouve dans les livres et ce que les collègues des autres matières proposent aux élèves. Mais ils ne sont pas des profs de langue étrangère, donc ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire parler en français au niveau A1. Donc c'est nous qu'on doit mettre un stop et dire non, écoute, tu t'occupes de ta matière, d'histoire, géo, sciences, quoi que ce soit, et nous, on s'occupe et on prend les décisions sur la langue étrangère. Je peux intervenir, Hélène, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Parce que tu sais que et les profs qui participent et qui ont participé à d'autres webinaires avec Hachette le savent que la question du cadre commun européen me tient particulièrement à cœur pour deux raisons. La première, c'est que ça n'arrive pas de la planète Mars. C'est nous, profs de français, profs de langue italiens, qui, avec nos collègues des autres pays qui font partie du Conseil de l'Europe, nous avons rédigé le cadre européen. Donc ça n'arrive pas d'ailleurs, c'est notre document à nous que nous avons rédigé pour le futur de nos élèves et des générations des jeunes qui se forment aujourd'hui. Donc ce n'est pas un document qui arrive d'ailleurs, c'est nous qui l'avons rédigé et ça sert pour construire notre futur, le futur de notre société. Premier point. Deuxième point, c'est que on est habitué souvent à considérer le cadre commun que d'un point de vue grammatical, alors que les niveaux du cadre concernent
les objectifs communicatifs encore plus que la grammaire. Et donc, des objectifs communicatifs et pragmatiques surtout, et donc un côté très social d'utilisation de la langue, et la grammaire sert pour communiquer. Donc, en fait, c'est le cadre, il gère tout un ensemble de communication, lexique, grammaire, bien sûr, euh, actes de parole, etc. Tout ce qui va avec des objectifs de communication. Donc, c'est pour ça que quand on dit niveau A1, on dit des messages brefs, la sphère personnelle, le vécu personnel, la famille, etc. Parce que c'est un ensemble de contenus langagiers qui forment le niveau A1. C'est pas que de la grammaire. Voilà, c'est juste une petite précision Voilà. qui me tient. Je te remercie parce qu'en fait, c'est là qu'on doit se concentrer. Hein. Parce que d'autant plus que dans les, maintenant on va le voir, dans les indicazioni per il curriculum et aussi dans disons, le cadre général de l'école italienne, on parle d'évaluation des compétences. Donc les connaissances grammaticales, ce n'est qu'une partie fonctionnelle à la compétence langagière tout entière. On continue et on va voir quels sont les objectifs spécifiques de l'apprentissage à la fin de la 3e année de la scuola media. Donc, pour ce qui concerne la comprensione scritta, comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, oppure trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. On revient à ce que nous a dit Nicolas. Donc simple du point de vue de la structure, mais aussi le contenu est très important, familiare, concreto, materiali di uso corrente. Materiali di uso corrente, ça ne veut pas dire la déclaration de liberté, égalité, fraternité de la Révolution française. OK? J'insiste, excusez-moi si je reviens sur des exemples parce que ce sont des choses que je vois, que j'ai vues, que j'ai vécues et que je voudrais plus me trouver sur mon chemin. Donc, familiare, concreto, uso corrente, ça veut dire un menu, une pub, un mail, la liste des courses, des choses comme ça. Pour l'écriture, donc pour la produzione scritta, scrivere testi brevi e semplici, on en revient à quelque chose de bref et de simple, per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. Donc là aussi, on a vraiment un champ sur le contenu vraiment très précis. Et il faut s'en tenir là. Hein. Et après, on nous dit anche con errori formali. Donc, c'est prévu parce qu'au niveau 1.1, la compétence grammaticale n'est pas encore acquise. Au contraire, on commence, on est, disons, encore au premier pas avec le français, comme un petit enfant est au premier pas quand il commence à marcher. Donc, on ne peut pas lui demander de courir ou de ne pas tomber. C'est normal. Et on ne peut pas évaluer un enfant qui commence à marcher pour le fait qu'il tombe et qu'il tombe souvent. Et là, ça nous donne aussi des éléments utiles pour l'évaluation finale des épreuves qui souvent, trop souvent, est encore une évaluation des erreurs. Tandis que ça doit être une évaluation en positif. On ne peut pas évaluer au niveau 1.1 ce que l'élève n'est pas capable de faire parce qu'on évalue une compétence qui n'est pas encore acquise. On doit au contraire évaluer ce qu'il est à même de faire, ce qu'il arrive à faire. Donc, certainement pas les erreurs qui sont fonctionnelles à l'apprentissage et qui sont encore physiologiques à ce niveau-là. On continue, on passe à la production orale. Donc, ça concerne l'examen oral.
descrivere persone, luoghi e oggetti familiari. Donc on revient au contenu familiari, utilizzando parole e frasi già incontrate. Donc c'est un recyclage de ceux qu'ils connaissent déjà. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, donc une présentation de soi-même, de sa famille, de ses goûts, de ses préférences, ses habitudes, tout ce qui concerne la vie d'un ado, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti, parce que c'est ça qu'on fait dans une situation réelle. On a tous appris le français et les langues étrangères comme ça. La première fois qu'on est allé en France, c'était des gestes surtout. Et c'est normal. Et puis, interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto, bon, à l'examen, ce sera avec la prof, con cui si ha familiarità. Donc, ça veut dire qu'on va tutoyer, hein, parce que on est dans un rapport de familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. Alors, ça, c'est ce que les indicazioni per il curriculum nous demandent de faire pendant les 3 années du collège. Et c'est sur ça qu'il faut interroger et tester les élèves, parce qu'on ne peut pas tester sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Oui, ben Ah, voilà, Luigi nous a rejoint. Bonsoir, Luigi. Bonsoir tout le monde. Je suis désolé, mais j'étais occupé avec notre formation. Je suis désolé. Mais j'étais là, hein, ça fait déjà un quart d'heure, mais je n'arrivais pas à apparaître. Donc, c'était les petits Bienvenue. prix. Bienvenue parmi nous. Je voulais juste faire renforcer ce que Elena vient de dire. Il faut vraiment lire les indications per il curriculum pour voir la correspondance parfaite entre l'indication per il curriculum et le cadre commun européen, là où ils nous disent un contexte familier, il n'y a aucune demande d'exactitude, de perfection dans la production orale ou dans la production en général, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Merci d'y être revenu. Voilà, alors c'est 18h10. Si vous êtes d'accord, on passe à l'examen écrit et aux propositions, exemples, suggestions pour l'examen écrit. On consacrera, si vous êtes d'accord, 20 minutes à l'écrit et 20 minutes à l'oral afin de pouvoir finir la présentation à 18h50 et on aura encore 10 minutes pour les questions. Voilà, alors je laisse la parole à Luigi ou Elena qui nous présente cette partie. Ok, c'est moi qui va commencer et Luigi va s'occuper de l'oral. Donc, pour l'examen écrit, moi, j'ai mis opportunité et défi. L'opportunité, c'est l'opportunité d'être présente et d'avoir un poids dans l'évaluation des élèves à l'examen. Et les défis, c'est de proposer des épreuves qui soient adaptées au niveau et d'évaluer ce qui est vraiment le cas d'évaluer. Donc, on va commencer avec le premier type d'épreuve, qui est l'épreuve la plus commune, la plus utilisée, c'est le questionnario. On a bien vu lors du Mentimeter, il y a quelques minutes, on a bien vu que c'est le type d'épreuve qui est choisi le plus souvent par les enseignants. Voilà. Alors là, on travaille sur la compréhension écrite et on travaille beaucoup. Des fois même trop par rapport aux autres, au détriment des autres compétences. Mais pour l'examen, ça va. Je ne m'attarde pas sur les conseils qu'on peut donner aux élèves parce que on est bien préparé pour ça. Je vous donne seulement deux petits exemples d'épreuves. Donc, on passe à la slide suivante. Parce que je voudrais vous faire observer que sur l'écran à gauche, vous avez par exemple
un document tiré d'un forum qui parle de la Journée internationale des filles. Donc, apparemment, c'est quelque chose de compliqué, mais en fait, on parle de ça dans un contexte réel référé à des adolescents. Donc, comment ils vivent cette différence entre garçons et filles. Donc, ce sont des petites phrases, des petits textes à comprendre. Et les réponses, les questions, pardon, ce sont des questions ouvertes, mais qui ne demandent pas une reformulation complète, parce que en fait, là, on teste la compréhension. Donc, si on revient à ce que nous dit la loi, c'est de repérer une information. Et ça pourrait être, on peut le faire avec une question ouverte, mais aussi avec une question fermée, avec une question vrai ou faux, ou bien avec une phrase à compléter, par exemple, comme dans l'exercice numéro 1. Donc, il y a quel est le thème du forum, par exemple, mais il y a aussi retrouve dans les témoignages 2 noms de sport, 3 noms d'objets, ou bien qui parmi les participants parle de dans les médias, dans le sport, etc. Donc, ce sont vraiment des mots, des infos précises à retrouver dans le texte. Dans le texte numéro 2, on a un exemple de jeu vidéo. Donc, c'est un sujet qui concerne la vie quotidienne des élèves. Et là aussi, on a des questions vraies ou faux. Et on demande aux élèves de justifier leurs réponses. Justifier, ça ne veut pas dire d'expliquer, ça veut dire de donner ce mot-clé ou cette phrase clé qui a permis à l'élève de comprendre. Il suffit, par exemple, moi, je demande aux élèves de souligner les phrases, les indices. Voilà. Donc, comme vous voyez, le questionnaire n'est pas seulement une série de questions ouvertes, parce qu'on peut demander, on peut tester si les élèves ont compris, si les élèves est capable de trouver des infos avec plusieurs types de questions et on peut les mélanger. Je sais que quelqu'un propose aussi des questions personnelles, mais là, il ne s'agit plus de compréhension, il s'agit de production. Ça veut dire que vous mélangez les 2 types d'épreuves. Nicole, je te demande de passer à la slide suivante. Et là, on a des exemples, mais là aussi, ne demandez pas quelle est votre opinion sur les différences entre garçons et filles, parce que exprimer l'opinion, c'est du niveau B1. Donc, le niveau 1.1, si on propose par exemple un texte à propos de l'alimentation, ce sera peut-être « Qu'est-ce que tu manges ? Est-ce que tu as une alimentation équilibrée et variée ? Combien de repas tu fais par jour ? À quel moment de la journée ? Quels sont tes plats préférés ? Quels aliments tu détestes ? Est-ce que tu aimes cuisiner ? » Alors, vous voyez que ce sont des questions personnelles, mais qui restent dans le concret, dans un contexte familier et dans, disons, une situation dont on a parlé ensemble, qu'on a traité en classe. Par exemple, deuxième exemple, on donne un mail, par exemple, sur les vacances et on demande aux élèves, tu peux revenir en arrière ? Voilà. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Où est-ce que tu voudrais aller? Tu préfères te reposer, faire des visites, pratiquer des activités sportives. Donc, vous voyez que ça reste dans le domaine des expériences concrètes des élèves. Mais là, soyez conscients que vous proposez une preuve de production. Parce que ça, c'est une production écrite. Donc, ça veut dire que vous mélangez le questionnaire avec la production. Deuxième type d'épreuve, un texte à compléter. Alors là, ça pourrait être
un mot ou deux, trois mots qui manquent, mais on reste, comme vous voyez dans l'exemple, dans un contexte familier de vie quotidienne. Là, par exemple, on a un mail à compléter et on a des mots à utiliser pour compléter le texte. Vous pouvez aussi mélanger ce type d'exercice avec les questions ouvertes, fermées, vrai ou faux, à choix multiples. Il s'agit toujours de tester la compréhension des élèves. Parce que normalement, quand on pense à la compréhension écrite, bon, questionnaire, question ouverte. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais on a vraiment des possibilités pratiquement infinies. On continue. Il riordino di un testo. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme riordino di un testo? On peut proposer, par exemple, un dialogue où on a mélangé les questions et les réponses des personnages et les élèves doivent reconstruire. On peut proposer, par exemple, un mail, une lettre, toujours, disons, insérée dans un contexte familier, et les élèves doivent recréer, remettre en ordre les parties de la lettre, les séquences de la lettre. Donc, il est possible de faire ce type d'activité, mais j'insiste, on applique toujours le même principe de contexte familier, simple, vie quotidienne et, disons, sujet habituel. Il y a après, bon, la riscrittura, c'est plutôt, si on regarde la loi, rimettere in ordine e riscrivere, après avoir remis en ordre, on réécrit. Et sinon, la trasformazione di un testo, alors là, le plus souvent, on nous propose sur les livres de transformer par exemple du singulier au pluriel ou vice-versa, du passé au présent ou vice-versa. Mais là, je vois que ce n'est pas cohérent avec ce qu'on nous dit dans les indicazioni per il curriculum, dans les cadres communs, parce que ça revient à un exercice de pure grammaire, tandis que on nous a dit que le niveau 1.1 est un niveau caractérisé par des erreurs formelles qui sont physiologiques. Donc, je vous propose de transformer un texte plutôt au niveau du lexique ou plutôt au niveau du contexte, du type de texte, pardon. Par exemple, on prend un mail où il y a quelqu'un qui se présente et vous le transformez en fiche, carte d'identité par exemple, ou bien le contraire, vous donnez une carte d'identité avec les différentes données et les élèves doivent écrire une lettre de présentation par exemple. Ou bien ça pourrait être une transformation lexicale, ce qui est beaucoup plus cohérent avec la formation des élèves. Par exemple, vous donnez une lettre où quelqu'un parle de ses vacances qui sont allées super bien et vous dites, vous transformez et les vacances sont allées super mal par contre. Alors ça, c'est vraiment tester les compétences communicatives des élèves et pas la compétence grammaticale. Je vous donne des idées comme ça, mais après, il y en a plusieurs. Hein. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion et aussi de travail sur la transformation d'un texte. On passe, bon là, on passe à la suivante. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le dialogue, alors le dialogue, ça pourrait être un dialogue à compléter. Donc un dialogue où il manque des phrases. Par exemple, il n'y a que les questions d'un personnage
et l'élève doit compléter et donner les réponses, ou bien ça peut être un dialogue où il manque des morceaux ici, là, et l'élève doit reconstruire, à partir du contexte, doit reconstruire les questions et les réponses complètes. Il y a aussi le dialogue guidé, c'est-à-dire on donne aux élèves des indications pour faire parler les personnages. Mais là, il y a un problème avec les élèves qui ont des besoins particuliers, surtout les élèves dyslexiques, parce qu'on nous donne des indications au discours indirect et ils ont la tendance à raconter le dialogue plutôt que à le créer au style direct. Donc, faites attention aux élèves et aux problèmes qu'ils ont, parce que vous risquez de proposer des épreuves qui ne sont pas adaptées à leurs caractéristiques personnelles. On continue. Là, il y a des exemples d'épreuves qui proposent un dialogue guidé avec au-dessus des propositions parmi lesquelles choisir les répliques qui peuvent être adaptées. Et puis, le dialogue à compléter. Comme ça, vous faites une épreuve qu'on appelle a gradini ou avec un niveau de difficulté croissante, de façon à ne pas empêcher les élèves les plus, disons, problématiques, mais pas pour leur choix, hein, c'est pas un choix d'être dyslexique. Donc là, c'est une façon de compenser, de fournir une épreuve compensée, donc ce qu'on appelle misure dispensative o strumenti compensativi pour des élèves qui en ont vraiment besoin. Deuxième exemple, dialogue à compléter. Il n'y a qu'un personnage, il faut compléter les réponses de l'autre, les répliques de l'autre. Et là aussi, il y a des propositions pour choisir les répliques et pour, disons, avoir des pistes pour compléter le dialogue. Et enfin, le deuxième, disons, en ordre de goût, d'utilisation, la lettre ou le mail. Nous, on va parler plutôt du mail parce que même à l'examen d'ELF, il n'y a que ça. Les élèves ne sont plus capables parce qu'ils n'ont plus besoin d'écrire une lettre. Donc, un mail, il faut les préparer sur la structure, bien sûr, sur les salutations et les mots de conclusion qui sont beaucoup moins formels par rapport à la lettre. Et puis, habituer les élèves à recycler, comme on a déjà dit, des phrases, des bouts de phrases, des expressions qu'on a retrouvées plusieurs fois dans les textes qu'on a lus et qu'on a étudiés, qu'on a écrits. N'hésitez pas à utiliser des modèles, vous en trouvez plein sur mon blog par exemple, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à écrire, justement comme un petit gamin de l'école primaire apprend à écrire en italien dans sa langue maternelle. Et là aussi, attention à la correction et à l'évaluation. Il ne faut pas s'arrêter sur les erreurs de grammaire. Il faut voir si ils arrivent à se faire comprendre sur le contenu. Après, s'il y a aussi un certain contrôle de la grammaire, bon, c'est vraiment, moi je dis, è tutto grasso che cola. Ça veut dire c'est un surplus, ça va, c'est super bienvenu. Mais voilà. Mais pas, on peut pas le demander à tout le monde. Exactement. Ok, on continue. Là aussi, il y a des exemples et vous voyez, tu vas fêter ton anniversaire, écris un mail à tes amis francophones pour les inviter. Tu pars en voyage, raconte ce que tu fais.
ou bien tu as déménagé, parle de ta nouvelle maison. Donc, vous voyez que c'est toujours des sujets concernant la vie quotidienne des ados. Et après, enfin, la synthèse d'un texte que c'est pas seulement un résumé, comme je vous ai dit au début, ça peut être aussi de trouver les informations les plus importantes dans un texte, mais ça doit être toujours un texte sur des sujets familiers, comme par exemple, on nous montre dans la prochaine slide, c'est dans ton quartier, on fait la fête. Et vous voyez que dans ce texte-là, il y a déjà une certaine organisation du texte qui aide l'élève à comprendre de quoi on parle dans les différents paragraphes et à avoir des pistes sur l'information principale à résumer, à comprendre et à résumer dans le sens de aller chercher et écrire. C'est pas donc au niveau 1.1, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir un vrai résumé, c'est-à-dire des phrases complètes. Mais on peut demander aux élèves de trouver des informations les plus importantes, comme nous dit la nota ministériale et la loi de 2017. Donc, j'espère que ça va. Hein, j'espère que de vous avoir donné d'avoir clarifié un petit peu les idées sur la base de la normativa italienne et peut-être des points de repère, mais aussi de réflexion sur notre travail. Si je peux juste résumer en une phrase, parce que l'essence, je crois, de ce que tu viens de nous expliquer, c'est que une des façons pour faire réussir nos élèves, une des meilleures façons, c'est de ne pas nous donner des objectifs qui sont au-dessus de nos forces et au-dessus de leurs possibilités et au-dessus de ce qui nous est demandé également. Exactement. Donc, de donner des objectifs à la hauteur de ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. C'est déjà de communiquer bien dans la sphère personnelle des élèves. Donc, c'est voilà, une des choses que je retiens de ton discours, c'est celle-là, quoi, ne pas se donner des objectifs. Tu sais, Nicolas, c'est pas du tout facile pour nous, les profs, de construire des épreuves comme ça, parce que plus le niveau des apprenants est bas, plus il est difficile de trouver du matériel adapté ou d'adapter le matériel. Parce qu'on a toujours l'impression de proposer des épreuves qui sont trop faciles. Donc, même par exemple, il y a cette idée que les questions à choix multiples ou vrai ou faux sont plus faciles que les questions ouvertes. Mais la plupart du temps, c'est exactement le contraire. Parce que pour les questions ouvertes, qu'est-ce qu'ils font les élèves? Ils cherchent dans le texte et ils copient la phrase. Donc, c'est pas si difficile que ça. Tandis que si on propose des questions fermées, par exemple à choix multiples, et on utilise les distracteurs, on utilise les implicites, alors là, on peut vraiment tester si l'élève a compris le sens global du discours. Bien sûr. Non, et je peux suggérer aux collègues de, par exemple, consulter les petits livrets pour la préparation du DELF 1.1 et à la limite d'ajouter un exercice, un ou deux exercices du DELF A2 pour les élèves, pour, disons, la satisfaction des élèves les meilleurs, parce que c'est là qu'ils vont trouver des épreuves qui sont vraiment du sur-mesure pour les élèves de la 3e année du collège. Voilà, je vous ai mis dans le chat un lien pour les livrets d'ELF dont parlait Elena. Voilà. Alors, à présent, je vais laisser la parole à Luigi qui nous parlera de comment développer l'examen oral.
Mais en même temps, je ne sais pas, Luigi, si tu crois que c'est le bon moment, pour poser une deuxième question aux participants, à nos presque 300 Oui. profs présents, merci. La question concerne justement l'examen oral et c'est celle-ci. Peut-être il vaut mieux la faire tout de suite avant que tu ne fasses tes propositions d'examen oral, parce que la question c'est une question ouverte, voilà, donc production écrite. De quelle façon comptez-vous faire participer les élèves à l'examen oral? Et on a conçu cette question de façon très ouverte, justement, parce que, d'abord, parce que les textes de loi italiens ne prévoient pas précisément la façon dont la langue et les langues étrangères doivent entrer dans la partie orale de l'examen. On dit juste qu'il faut qu'il y ait des connexions et que les différentes matières soient testées, mais à partir de là, on est plutôt libre. Et donc, la question, c'est de quelle façon comptez-vous faire participer les élèves à l'examen oral? Et si vous comptez le faire, parce que Mais pas, ce n'est écrit nulle part aussi que ce soit obligatoire, si je ne me trompe pas. malheureusement, non. Mais il faut quand même. Voilà. Donc, vous pourrez Oui, nous, soit on a, placer. Oui. pardon, on a mis comme titre tirer son épingle du jeu parce que justement, contrairement à ce qui s'est passé pendant la pandémie, la normative ne demande pas explicitement une, disons, épreuve orale obligatoire pour les langues étrangères. Mais nous, on peut quand même y aller parce qu'en fait, c'est une matière comme les autres et en plus, la, la normativa du début nous dit explicitement les compétences in lingua straniera. Donc, c'est comme ça qu'on va tirer notre épingle du jeu. Ah, ok. On voit qu'il y a quand même des. Je vais masquer les résultats. Alors, vous pouvez aller sur menti.com si vous avez un navigateur, sur menti.com et taper le code 77 20 64 6. C'est le même code que tout à l'heure, hein. Normalement, la deuxième question s'est affichée automatiquement. Sinon, vous flashez le code en bas à gauche, le code que vous voyez à l'écran. Vous le flashez avec le téléphone portable et ça va vous porter directement sur la page de la question. Et vous pouvez écrire librement. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat de GoToWebinar également, c'est-à-dire l'interface. Voilà, des questions sur des sujets personnels, on a des commentaires et des réponses. Voilà, les premières réponses, je vais les afficher, ça va nous permettre de les lire. Ok. C'est très. Ils suivent quand même les indications qu'on a données tout à l'heure, quand même. Donc, très bien. Alors, on Décrit les fait parler Moi, de leur j'en suis quotidien. ravie, hein, j'en suis ravie de voir ça. simplement Félicitations les collègues, félicitations, vraiment. question simple. Donc, vous voyez, il y a quand même un retour des mêmes mots-clés, en fait, du niveau A1. Donc, simple, familier, personnel, concret. Donc, ce sont des mots-clés qui, quand même, font partie du niveau A1. Donc, c'est ça, en fait, la clé. Quelque chose qu'ils aiment, se présenter, des cartes lexicales, oui, c'est bien. Beaucoup de descriptions d'images aussi, je vois. Et Ouais, c'est une top. conversation avec eux, arguments familiers, donc exposer un texte, c'est un peu trop, je dirais, trop grand. Mais bon, peut-être l'interaction, très bien, style d'elfe, c'est vraiment très bien fait. Mais je vois que, comme tu dis, routine quotidienne, famille, sujet personnel, sujet quotidien, ça revient. Et donc, ça veut dire que vraiment, on est déjà sur la bonne route, hein. Ok, J'en suis vraiment Alors, ravie. très bien. Donc, quand même, je crois, et ça même suivre. Bah, un sujet de culture traité pendant l'année aussi. Oui,
Voilà, bon, on va peut-être fermer le vote parce que je ne veux Ouais. pas non Et les plus thèmes, ils continuer reviennent. sur le Ils temps de sont Luigi. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est vraiment très intéressant de voir comment Ouais. vous pensez aborder l'examen oral. Merci, ça nous donne des idées aussi pour la suite. Et à toi la parole, Luigi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'excuse encore pour le retard, mais bon, c'est la vie. Donc, on commence avec la première chose que les élèves doivent faire, c'est quand même choisir un thème. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, c'est très important que les élèves doivent choisir un thème, donc relié à un thème. Un sujet, pardon, relié à un thème. Donc, dans le choix du sujet, si on peut passer à la diapositive suivante, ils doivent choisir les élèves quelque chose qui plaît, donc qui les implique, les intrigue particulièrement, sinon ça ne va pas à la peine. Ils doivent parler quand même d'une chose qui quand même les intéresse, les motive, sinon ils n'ont pas quand même de plaisir à parler d'un sujet. Quelque chose d'original, pourquoi pas, d'intéressant, pas forcément lié au programme d'histoire, de géographie, de sciences. Et parce que des fois, il y a des personnes, des collègues qui quand même font parler de la guerre mondiale, du débarquement en Normandie. Ce ne sont pas des thèmes quand même qui sont quand même du charme. Donc, je crois que même ils doivent choisir un sujet qui est dans leur dimension. Les élèves doivent utiliser l'imagination et pourquoi pas la présentation, la créativité, donc mettre en place la créativité des élèves. Et croyez-moi, les élèves, ils ont beaucoup de créativité. Donc, ils doivent quand même, le jour de l'examen, ils doivent exprimer, ils doivent avoir la possibilité d'exprimer les idées et relier donc leur sujet à une autre matière en le rendant personnel. Donc, c'est quand même une procédure que les élèves doivent faire et nous, les professeurs, on peut les aider à faire ce type de choix. Donc, par exemple, là, moi et Elena, nous avons choisi quand même des pistes que on aimerait quand même euh, pouvez adopter en aidant vos élèves. Donc, pourquoi pas un type de sujet peut-être, par exemple, raconter la journée type, une journée idéale, une journée habituelle d'un personnage comme, je ne sais pas, Tintin ou bien Astérix et Obélix. Pourquoi pas Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, quand même, il y a beaucoup d'élèves qui choisissent l'espace, le système solaire. Donc, pourquoi pas ne pas raconter la journée habituelle d'un astronaute. Par exemple, Thomas Pesquet, il est très célèbre en France. Ou bien Emmanuel Macron. Donc, par exemple, on peut raconter la journée idéale, la journée typique du président de la République. Donc, ça serait sympa, même pour parler des institutions, par exemple. Donc, faire référence au fait que la République française est une république présidentielle et pas parlementaire comme en Italie. Donc, quand même, donc, avec la journée type d'un président. Pourquoi pas d'une chanteuse. Donc, moi, j'adore Angèle, donc je l'ai mis parce que je l'adore. Et pourquoi pas, donc, même présenter une chanson à l'examen. Pourquoi pas? C'est quand même une chose très sympa. Et aussi, il y a beaucoup d'élèves, surtout les garçons, qui parlent tout le temps du football. Donc, pourquoi pas ne pas décrire la journée habituelle d'un champion comme Mbappé. Donc, ça pourrait quand même les motiver plus. Ah, en plus, ensuite, des sujets d'actualité. Parler d'un livre, par exemple, qu'ils ont lu, par exemple, dans un livre de littérature française,
ou bien une série télé. On a eu le succès cette année, et même l'année dernière, du Lupin. Donc, quand même, ça peut être quand même sympa de parler de cette série à partir d'une scène ou de la bande-annonce, ou pourquoi pas de l'affiche, de la carte d'identité du Lupin, ou bien un film ou une chanson, comme je disais tout à l'heure, ou bien je vous ai mis là la capture d'écran d'une page de Formidable qui parle de l'animation française, donc des succès de l'animation française, donc je ne sais pas, d'une bande dessinée, ou bien quelque chose que quand même ils ont vu. Il y a aussi Miraculous, oui, c'est peut-être quand même, ils sont peu âgés, nos élèves, ou Miraculous, mais quand même, ça peut arriver qu'ils peuvent parler d'une bande dessinée si célèbre que ça. Et attends, il n'y a pas les trois mousquetaires qui vont sortir là, donc qui sont. Ah oui, 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 il est au cinéma. Il est au cinéma, oui, oui. Tu vois, tu es trop actuel. Ah, bravo, ouais, donc pourquoi pas. Les trois mousquetaires, allez le voir au cinéma, donc pourquoi pas. En plus, ensuite, on peut utiliser Formidable. Je ne sais pas si vous l'avez dit, nous avons tiré tous les exemples de Formidable, la plupart. Il y a aussi beaucoup de vidéos didactiques, bien évidemment, qui peuvent être quand même de point de départ d'un parcours que les élèves peuvent faire. Voilà, Donc, merci. vous voyez, c'était quand même une vidéo magnifique, très sympa, donc qui même peut être de point de départ pour une activité que les élèves peuvent présenter pendant leur parcours à l'examen. Moi, j'adore le numérique. Je vous conseille une application qui s'appelle Chatterpix, que vous devez télécharger sur vos portables. Vous pouvez faire une selfie de vous-même ou une photo d'une personne. Moi, dans ce cas-là, j'ai mis sur l'application la photo de la Joconde prise sur Wikipédia, je le dis tranquillement. Et cette application vous donne la possibilité de faire parler en enregistrant votre voix le tableau. Donc, ça peut être une manière sympathique de présenter un travail à l'examen. Donc, vous voyez, les élèves peuvent même faire parler les deux compétences, donc les deux matières, histoire de l'art, à plastique et français. C'est une épreuve quand même de compétences langagières, donc en français aussi numérique. Donc, c'est un mariage que moi, j'adore. Donc, si on peut juste écouter la vidéo sur la Joconde, la deuxième, c'est ma voix, pardonnez, je n'ai pas une voix de Joconde, mais c'est quand même pour vous montrer comment utiliser cette application, c'est sympa. Donc, Maria-Louisa, s'il te plaît, c'est juste sympa de vous la montrer. Leonardo da Vinci va me pardonner. Bonjour, je m'appelle Mona Lisa. Je suis la Joconde. Je suis célèbre pour mon sourire. Je me trouve à Paris, au musée du Louvre. J'ai les cheveux noirs, les yeux noirs. Je suis de taille moyenne. Je suis calme et sympa. Beaucoup de touristes viennent me voir. Donc, cette activité très sympathique, ça peut donner la possibilité aux élèves de réviser des fonctions communicatives comme la description physique et du caractère, qui quand même font partie du niveau A1. Et Oui, parce que, même... c'est vrai. Hein? Non, parce que la Joconde parle d'elle-même, donc on parle de la sphère personnelle. Eh oui, donc elle parle d'elle-même en première personne. Elle donne des informations aussi de où se trouve. Donc, même la référence quand même culturelle, ça prend partie de cette activité. Donc, je vous propose aussi une autre activité liée au art plastique. Donc, par exemple, dans la slide suivante, vous pouvez voir le tableau
de Van Gogh, la célèbre chambre de Arles de Van Gogh, avec cette activité, les élèves ne doivent pas avoir la compétence en art plastique, mais ils doivent décrire la chambre, donc le tableau. Donc oui, ils peuvent mettre des données de l'artiste, mais le but final de cette tâche, c'est quand même utiliser un tableau célèbre en décrivant la chambre. Donc ça vous peut quand même aider à varier quand même les présentations. Ensuite, la célèbre agenda 2030 qui nous quand même donne beaucoup de soucis, mais bon, c'est quand même au jour, à l'actualité, parce que, comme Elena vous a dit au début de la séance, l'éducation civique, donc, elle est obligatoire. Donc, la référence à l'agenda 2030 peut être une solution. Dans le petit livre de Formidable, Notre planète et nous, que j'adore, hein, le petit manuel vert, il vous donne des pistes d'éducation civique. Et ça, c'est l'unité sur l'alimentation. Donc, après avoir fait cette activité sur les menus équitables, donc parler de la pyramide alimentaire, de l'importance de bien manger, j'ai proposé une activité que j'ai réalisée avec notre application qui s'appelle Canva, que tout le monde connaît, donc je ne m'attarde pas à en parler, où les élèves peuvent réaliser un menu équilibré. Donc, ils doivent donner quand même, comme l'activité plus ou moins de Formidable vous propose, en siège d'examen, les élèves peuvent présenter, par exemple, un menu équitable, équilibré, pardon, et durable. Donc, en mariant quand même l'objectif numéro 3 de l'agenda 2030. Ensuite, toujours dans l'agenda 2030, on peut parler de ville intelligente, la Smart City en anglais, et durable. Donc, après toujours avoir complété l'activité, par exemple, la tâche finale, ça peut être de réaliser le plan d'une ville intelligente. Donc, à partir de ce document, vous pouvez imaginer le plan, donc réaliser un plan, donc même en technologie, donc en lien avec technologie, un plan d'une ville et intelligente et durable. Et donc, c'est même l'occasion pour réviser le lexique de la ville, qui quand même, on a déjà fait peut-être en prima media ou en seconda media, et utiliser le futur proche. Donc, quand même, un futur qui est du niveau A1. Pas le futur simple parce que ce n'est pas du niveau A1. Donc, c'est toujours ça, la question. Ensuite, deuxième proposition d'entretien, ça peut être le jeu de rôle, le dialogue, la mise en situation. Donc, comme vous avez dit dans le Mentimeter, plusieurs d'entre vous, ils ont dit le dialogue, la mise en situation. Pourquoi pas? On vous donne des exemples. Par exemple, moi, on a pensé à un dialogue au guichet. Donc, à partir de ce document de l'exposition universelle de Paris, c'est quand même un document authentique tiré d'Internet, l'élève peut simuler un dialogue en binôme avec soit le professeur, soit pourquoi pas avec un autre copain de classe, la situation d'achat d'un ticket à la Tour Eiffel. Et pourquoi pas, dans ce dialogue, ils peuvent quand même sortir des détails sur la Tour Eiffel. Par exemple, je ne sais pas, combien d'étages y a-t-il à la Tour Eiffel, donc 3 étages, en quelle année a été construite, qui était l'ingénieur qui a construit la Tour Eiffel, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez quand même, comment dire, jouer sur la compétence linguistique et la compétence quand même culturelle des élèves. Si vos collègues du conseil de classe, je sais qu'ils peuvent vous poser des problèmes parce qu'ils disent mais je ne sais pas, ce sont des sujets trop simples,
on s'en fiche. Nous, on peut quand même faire quand même du français et quand même de la culture avec ce petit jeu de rôle. Donc, par exemple, c'est l'occasion, celle-ci, de montrer des connaissances interculturelles. Donc, l'histoire, par exemple, de la révolution industrielle. Ça, c'est une activité que on a pensé, je remercie une collègue à moi de mon établissement, c'est je ne sais pas si elle a l'écoute, je la salue, Stéphania, merci pour cette piste, c'est de réaliser un portrait robot. Et un portrait robot, c'est une identikit d'un voleur. Donc, le but, c'est de porter plainte au commissariat. Donc, il y a des vidéos, il y a une vidéo très sympa sur Internet, il y en a beaucoup. Si vous tapez sur YouTube, porter plainte au commissariat, il vous poste quand même des activités au niveau A1. Et les élèves peuvent l'écouter et dessiner le portrait robot du voleur, mais si ce n'est pas le cas et vous voulez faire présenter, donc parler les deux élèves, un élève peut faire le rôle du policier et l'autre élève peut faire le rôle de la victime. Et les deux doivent dessiner, par exemple, le portrait robot du voleur et à la fin comparer les dessins. Et ça peut être quand même un exercice d'interaction parce que, par exemple, le policier peut poser en question il a quel âge, il est comment, il était habillé comment. Donc, vous voyez, dans une simple activité, vous pouvez réviser beaucoup de fonctions communicatives. Même le passé composé. Parce que vous pouvez dire, vous pouvez faire l'activité au passé composé, même des petits verbes, il n'y en a pas de moi à l'imparfait, mais juste avait été. Donc, je sais que tu vas me tuer, mais bon, juste. Non, mais c'est du niveau A2. Il était, il faisait, hein, que ça. Donc, Et c'est du niveau A2. Et les élèves les meilleurs, ils peuvent y arriver, hein. Eh oui, donc c'est juste parce que quand même c'est une situation, le vol, il est forcément une activité qui s'est passée dans le passé. Donc c'est quand même ça. Ensuite, nous vous proposons d'autres activités, les célèbres jeux de rôle qui quand même sont présents même dans le DELF A1, par exemple, aller dans la boulangerie, acheter des produits. Donc, vous voyez la fonction communicative de l'achat, du demander et dire le prix, etc., etc. Un magasin de vêtements, pourquoi pas. Demander le chemin pour aller quelque part, donc la destination. Le docteur, donc le jeu de rôle entre le docteur et le patient. Téléphoner à un ami, etc., etc. Donc, même par exemple, la réservation d'une chambre d'hôtel, ça peut être quand même un jeu de rôle qu'on peut quand même avoir. En conclusion, nous vous proposons aussi un sujet personnel, parce que c'est un des mots-clés de ce webinaire. Donc, c'est quand même de réaliser, par exemple, un tableau de visualisation, c'est-à-dire, par exemple, mettre des photos des choses qu'on aime, de la personnalité de l'élève, je sais pas, d'une sortie scolaire, de quelque chose, d'un projet auquel l'élève a participé pendant les 3 années. Donc, quelque chose de strictement personnel de l'élève, de raconter à langue française à l'examen. Ça pourrait être quand même une proposition, même pour l'examen en général, pas qu'en français. Donc, l'élève, par exemple, peut présenter ce tableau avec, je ne sais pas, une référence à toutes les matières du conseil de classe et les autres collègues ils vont être bien contents, je crois. Ensuite, même principe, mais ça c'est sympa, réaliser un t-shirt, pourquoi pas, en collaboration avec la collègue d'histoire de l'art, le collègue d'histoire de l'art, peuvent dessiner quand même les choses qu'ils aiment. Donc, pour se présenter, les élèves peuvent quand même utiliser ce type d'activité. Par exemple, ici, je vois, par exemple, le sport préféré, l'animal préféré, ou bien le film préféré, le chanteur préféré, le style vestimentaire. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de pistes, de questions qu'on peut poser à l'élève en siège d'examen. Ensuite,
on peut donner, je ne sais pas, d'autres conseils, par exemple, le plat préféré, je ne sais pas, une journée habituelle, un dimanche habituel. Vous pouvez dire, je ne sais pas, le style vestimentaire préféré de l'élève. On est des profs, on sait les contenus lexicaux qu'on a travaillé pendant les 3 années. Donc, vraiment, on a un grand choix. Pardon. On voulait terminer notre webinaire avec cette citation que je trouve très sympa, c'est-à-dire la recette de succès est toujours suivre sa propre voie. Donc, dans ce cas du personnel, du familier, donc du niveau A1, suivre sa voie, ça porte au succès. Et enfin, nous, on voulait terminer notre diaporama avec cette petite, quand même, citation que moi et Léna, on voulait quand même vous donner, c'est-à-dire, voulez-vous de l'impact de la part de vos élèves, n'arrêtez jamais d'être motivé. C'est cela la réussite. Donc, pour nous, la motivation, c'est la chose la plus importante. Même des professeurs, nous les profs, on doit être motivés. Parce que si on est motivé, si on montre aux élèves notre enthousiasme, ça donne des résultats. Et donc, on vous voulait donner un bon courage, donc on voulait faire bon courage pour les examens, parce que quand même, maintenant, c'est la période chaude de l'année. Donc, vive le français. Et vive la Merci. Merci Luigi. Et on termine juste, Nicolas, pardon-moi, avec une petite vidéo de motivation parce qu'on veut motiver nos élèves, nos professeurs, pardonnez-moi, par nos élèves, avec la alors, vidéo. je suis désolé, mais comme on l'a pas montré au début, notre technicienne a dû sortir des bureaux de Brescia, donc on peut donner le lien à cette vidéo. Par contre, je vais vous laisser le lien. Ça vous permettra de l'écouter. Désolé pour Oh, pas de problème. Ce petit changement technique, comme on a eu juste un petit changement. Je vais trouver, voilà, c'est bon. J'ai trouvé le lien et je le mets dans le chat. Voilà. Alors, le premier lien que vous voyez, c'est un lien pour les collections Hachette. Le deuxième concerne la vidéo dont parlait Luigi. Et je vais juste encore profiter de votre patience pour vous montrer juste les couvertures de la méthode de français dont ont été tirés tous les exemples que vous avez vus à l'écran. Il s'agit bien de Formidable et de Formidable Extra, la méthode français pour le collège, c'est-à-dire on a écrit collège, mais c'est une méthode qui a été conçue pour la scuola secondaria di primo grado italienne. Donc ce n'est pas une méthode internationale, c'est une méthode que Hachette Fleu a créée pour l'Italie. Ensuite, on a créé une édition internationale, mais à partir de l'édition italienne, qui est le point de départ. Donc, Formidable est le livre duquel vous avez vu quelques pages lors des présentations de Elena et de Luigi. À côté de cela, Elena tout à l'heure a cité la collection DELF. Il s'agit des livres pour la préparation au DELF qui ont été écrits et conçus par les concepteurs même des épreuves DELF officielles. Donc, si vous préparez vos élèves au DELF, tenez en considération la collection DELF qui a été écrite pour vous par les mêmes personnes qui écrivent les épreuves DELF. Voilà. Vous voyez. Je le conseille vraiment parce qu'ils sont vraiment, pardon Nicolas, mais ils sont vraiment très très bien faits. C'est vraiment. Et je reviens sur le fait qu'on peut les utiliser comme source pour les examens de terza media. Hein. Oui, vous avez bien beaucoup d'exemples de textes que vous pouvez tirer de là. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans le chat le lien pour découvrir les collections et vous avez des extraits de cette collection également que vous pouvez feuilleter en ligne.
également, nous avons cité Lupin et les Trois Mousquetaires. Parmi la collection des lectures en français facile, vous avez ces titres-là et avec beaucoup d'autres titres également, du niveau A1 au niveau B2, que ce soit des fictions ou des classiques. Il s'agit de lectures avec toute un suivi pédagogique et des fiches apprenants et des fiches enseignants pour développer la lecture en classe ou en dehors de la classe. Et ensuite, il ne faut pas oublier le fait que Hachette Fleu est très engagé dans la réflexion sur la pédagogie de l'enseignement du français. Donc, nous avons deux collections qui sont consacrées à ça. Vous les trouverez dans le lien que je vous ai mis. La collection F et la collection Pratique de classe, qui sont des livres conçus pour les profs de français pour préparer vos cours. Voilà. Donc, je ne voulais pas oublier ce côté-là. Je voulais juste relire dans le chat, dans les questions, vos interventions. Alors, la plupart des questions que vous avez posées ont eu des réponses tout au long du webinaire. Merci de les avoir posées. Une enseignante demandait si les élèves peuvent utiliser le dictionnaire au cours de l'examen écrit, je pense. Je ne sais pas si c'est... Oui, je peux répondre. Oui, alors là, écoutez, ici, vous proposez un examen du bon niveau, c'est-à-dire du niveau adapté à la compétence acquise par les élèves, le dictionnaire n'est pas nécessaire. Le dictionnaire, souvent, on l'utilise parce qu'on propose aux élèves des épreuves qui sont vraiment trop difficiles sinon. Et c'est pour ça que ça devient nécessaire. J'insiste là-dessus parce que si vous passez l'examen DELF, vous n'avez pas le droit d'utiliser le dictionnaire. Alors, il vaut mieux une épreuve plus facile du bon niveau sans dictionnaire parce qu'en fait, l'utilisation d'un dictionnaire est une vraie compétence et c'est une compétence qu'on applique surtout là où il y a la traduction. Mais au niveau A1, la traduction, oh là là, faites attention parce que c'est pas au bon moment. Merci. Ensuite, il y a plusieurs suggestions de contenu utilisable pour les épreuves d'examen. On parle des bandes dessinées, de Tintin, du cinéma, Hugo Cabret, par exemple. Et voilà. Et puis, beaucoup de bonjour à Elena et à Luigi de la part des profs qui participent. Et on vous adore les collègues. Vive la France, vive le français. Si vous avez encore des questions, des doutes, etc., vous pouvez utiliser les liens qui sont dans les emails que vous avez reçus de la part de la Scuola et que vous recevrez suite au webinaire. Il y a tous les liens pour nous contacter et ils nous feront suivre tous vos messages si vous avez des questions ou des remarques à faire. Voilà. Donc, on vous lira très volontiers. Elena, Luigi, Amandine, vous voulez dire un dernier mot? Un grand merci à vous et aux collègues qui ont suivi. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci et merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire ce soir. On n'est même pas trop en retard. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt.